Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de manga et de japanimation. Pourquoi de manga et de japanimation ? Parce que j'aime ça et que j'aimerais bien que les autres ils aiment autant que moi. Sauf que même si la France est le deuxième consommateur de manga au monde, il y a encore des gens pour cracher sur ce noble art. Bien souvent c'est parce qu'on généralise et qu'on confond l'ensemble des mangas avec les shonen neketsu qui sont les plus populaires mais qui ne représentent finalement qu'un seul type de manga. Alors qu'un manga, finalement, qu'est-ce que c'est à la base ? C'est une bande dessinée, ni plus ni moins, qui a son propre format, qui a créé ses propres codes, certes, mais ça reste de la bande dessinée. Et peu importe le format, à partir du moment où tu fais de la bande dessinée, tu racontes bien ce que tu veux à l'intérieur. Alors certes, tout le monde ne lit pas de bande dessinée, mais tout le monde respecte la bande dessinée en tant qu'art. Tout le monde respecte Tintin. Qui respecte pas Tintin ? Cette fois, c'est lui ou nous. Aujourd'hui, on va donc essayer d'écouter et de comprendre les profanateurs du manga. Oui, je sais, c'est difficile, mais ça va bien se passer. On va aller dénicher quelques mangas et animés qui s'éloignent le plus possible des clichés qui leur sont habituellement associés. Donc, si tu es habitué à lire ou regarder qu'exclusivement des mangas ou animés de type shonen, tu risques de ne pas connaître certains des titres que je vais présenter. Dans ce cas, je t'invite à les découvrir et surtout à les faire découvrir à des personnes qui n'imaginaient même pas lire un manga ou mater un animé dans leur vie. Et si tu les connais déjà, alors dans ce cas-là, je t'invite à enrichir la liste dans les commentaires. Je ne peux pas tout connaître malheureusement. Peut-être que vous avez de bonnes pépites à conseiller vous aussi. Allez, c'est parti, et le premier manga que je vous propose est Yotsuba E. L'une des critiques récurrentes que l'on fait au manga lorsqu'on ne connaît pas très bien, c'est sur la violence qu'ils contiennent et qui corrompt nos enfants. Qu'on soit bien clair, une œuvre peut être violente et quand même être qualitative. La bêtise qui a été faite à une époque, c'est d'avoir diffusé pour des enfants des programmes qui ne leur étaient pas destinés. En tout cas, pour ceux qui n'aiment pas la violence, il y a Yotsuba E. Yotsuba est une petite fille de 5 ans, curieuse et pleine de vie, mais un peu chelou quand même parfois, et qui ne comprend pas toujours les choses de la vie, comme par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une sonnette, ou encore que les tournesols ne sont pas des putains de fleurs qu'on arrache pour faire des bouquets géants, espèce de sale gamine. Bref, désolé, je reprends. Yotsuba emménage dans une nouvelle maison avec son père et rencontre les 3 sœurs Asagi, Fuka et Hana, ses nouvelles voisines. Sa curiosité et sa naïveté seront la source de nombreuses petites aventures. On est sur un manga qui redonnerait le sourire à un dépressif, conseillé à des personnes qui ne cherchent pas de grandes histoires, mais juste une petite dose de bonheur quotidienne. Yotsuba E, c'est un bonbon, ça chie des arcs-en-ciel tellement que c'est mignon et léger. C'est aussi bon pour les petits que pour les grands, alors pourquoi s'en priver ? Petite parenthèse amusante pour ceux qui connaissent un peu le système de publication des mangas. Vous savez que les magazines où sont prépubliés les mangas sont classés par cible éditoriale. Nous avons donc les magazines de shonen, manga pour garçons, de shoujo, manga pour filles, de kodomo, manga pour les tout petits, de seinen, manga pour hommes ou de josei, manga pour femmes. À votre avis, quelle est la cible éditoriale de Yotsuba E ? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Vous avez tous perdu, Yotsuba est un shonen, donc je retire ce que j'ai dit, Yotsuba est destiné au même public que Hokuto no Ken. Le deuxième manga que je vous propose est Un drôle de père, ou Usagi Drop en japonais. Daikishi, un célibataire de 31 ans, se rend aux funérailles de son grand-père et y rencontre Rin, une petite fille qu'il n'a jamais vue. Il apprend que cette gamine est tout simplement la fille cachée de son grand-père qui avait une amante plus jeune. Mais celle-ci est partie en abandonnant sa fille. Rin est donc la tante de Daikeshi. Dans la famille de Daikeshi, on se demande ce qu'on va faire de la petite. Il ne semble pas vouloir la considérer comme un membre de la famille et parle de la placer en foyer. Agacé par leur comportement, Daikeshi, qui n'a pourtant jamais eu à s'occuper d'enfants dans sa vie, décide de prendre la charge de Rin lui-même. On suit donc les péripéties de ce drôle de père qui s'efforce tant bien que mal d'élever la petite Rin. La deuxième partie du manga se déroule 10 ans plus tard et se concentre davantage sur Rin et sa vie de lycéenne. Le manga est en partie adapté en un animé qui est disponible gratuitement sur Wakanim. Le troisième titre dont je vais vous parler est un animé et il s'agit de Psycho-Pass.
Psycho-Pass, c'est très différent des deux premiers mangas que je vous ai proposés et c'est sans doute un peu plus connu. Alors pourquoi je pense que cet animé peut être bon à conseiller à des personnes qui critiquent le genre ? Eh bien tout simplement parce que l'une des critiques qui revient concernant le manga est que ce serait abrutissant, que ce ne serait pas profond, pas intelligent. Alors soyons clairs, une œuvre comme Hunter x Hunter par exemple, c'est profond et intelligent, notamment l'arc des Chimera Ant. Mais le mec de base qui n'est pas attiré par les mangas, il va ouvrir le tome 1 sur un gamin déguisé en lutin qui se bat avec une canne à pêche et il va refermer le bouquin immédiatement. Alors qu'avec Psycho-Pass, dès l'épisode 1, il sera plongé dans un monde dystopique où le Japon est dirigé par une intelligence artificielle nommée Sibyl qui surveille et contrôle la vie de ses citoyens. Le système Sibyl est capable de mesurer l'état mental de chaque citoyen et d'en déduire la probabilité que ceux-ci commettent un crime, en gros leur coefficient de criminalité. Si ton coefficient de criminalité est jugé trop élevé, tu es immédiatement arrêté, voire condamné à mort, même si tu n'as pas encore commis de crime. Ce système a permis de presque éradiquer la criminalité, mais à quel prix ? Akane Tsunemori, tout juste diplômé, décide d'entrer dans la police en tant qu'inspecteur, alors que le système Sibyl lui laissait des choix de carrière beaucoup moins dangereux. Au fil de ses enquêtes, elle se posera de plus en plus de questions sur la légitimité et le bien fondé du système Sibyl. Surtout lorsqu'un nouveau criminel débarque et que son coefficient de criminalité est de 0, alors que lui, il commet réellement des crimes. Cet animé n'est pas à conseiller à n'importe qui, c'est sûr, notamment il y a beaucoup de violence graphique. Mais si vous connaissez un petit prétentieux persuadé qu'un animé ce n'est pas assez profond pour lui, laissez-lui se faire surchauffer le crâne sur du Psycho-Pass, c'est aussi efficace qu'un bouquin de Nietzsche. Par contre, si la personne est rebutée par la violence graphique, vous aurez peut-être plus de chance avec le 4e de ma liste, Ikigami, préavis de mort. Dans un pays qui n'est pas nommé, le gouvernement met en place la loi de prospérité nationale. Ainsi, ils font vacciner chaque enfant, mais 1 sur 1000 de ces vaccins contient une capsule qui va programmer la mort de l'individu à une date précise entre ses 18 et 24 ans. Le gouvernement prétend utiliser ce système pour faire prendre conscience à la population de la valeur de la vie, faire baisser la délinquance, le taux de suicide, etc., etc. La population est tellement endoctrinée que personne n'ose remettre en cause ce système. Fujimoto est un fonctionnaire dont le job consiste à remettre un préavis de mort 24 heures avant la mort programmée d'un individu. Ainsi, la personne condamnée n'apprend l'heure précise de sa mort qu'une journée avant celle-ci. Chaque chapitre se concentre alors sur la façon dont un nouveau condamné va choisir de vivre ces dernières 24 heures. Et c'est là tout l'intérêt du manga. Chaque condamné a sa propre histoire, un profil sociologique différent et un caractère bien à lui. Leurs histoires sont parfois horribles et insoutenables, parfois belles et touchantes. En tout cas, à chaque fois, elles sont uniques. Ikigami nous questionne sur notre propre rapport à la mort. Que ferions-nous si il ne nous restait que 24 heures ou s'il ne restait que 24 heures à l'un de nos proches ? Fujimoto n'a généralement qu'un rôle très minime dans l'histoire de ses condamnés, mais il va commencer à se questionner sur le système au risque d'attirer les soupçons de ses collègues. Manga numéro 5 de ma liste, Quartier lointain. Quartier lointain n'a pas eu un succès si retentissant que ça au Japon, mais a eu un très bon accueil en Europe, notamment de la part d'un public qui n'est pas particulièrement friand de manga à la base. Je ne prends donc pas trop de risques en vous proposant celui-ci dans ma liste. Hiroshi est un père de famille de 48 ans. Après un voyage d'affaires où il a un peu trop picolé, il se gourde de train et plutôt que de rentrer chez sa famille à Tokyo, il se retrouve dans le village de son enfance. Alors il en profite pour passer voir le quartier où il a grandi et surtout aller voir la tombe de sa mère. C'est alors qu'il est pris d'un étrange malaise et qu'il se réveille dans son propre corps, mais à 14 ans. Il se rend compte que le monde autour de lui est redevenu celui de ses 14 ans. Il a donc remonté le temps. Sa mère est encore en vie, sa sœur est encore une enfant et son père est encore là. Son père qui avait abandonné toute sa famille justement l'année de ses 14 ans, précisément 4 mois plus tard. Un événement qui avait traumatisé toute sa famille. Pensant d'abord qu'il s'agit d'un rêve, il se demande si finalement la vie ne lui offre pas une deuxième chance. Il va alors chercher à en savoir plus sur le passé de ses parents et les raisons qui ont poussé son père à partir la première fois. Mais en parallèle, il va aussi profiter à fond de sa jeunesse retrouvée, passer du temps avec son meilleur ami d'enfance et surtout avec la fille dont il était secrètement amoureux à l'époque et qui cette fois-ci va être séduite par la soudaine maturité d'Hiroshi et même tomber amoureuse de lui.
Mais est-ce que cette manière de profiter de sa nouvelle jeunesse n'est pas une façon pour Hiroshi de lui-même abandonner sa femme et ses filles qu'il a laissées dans son présent? Est-ce qu'il ne serait pas en train de reproduire le comportement de son père? Est-ce qu'il ne serait pas en train de comprendre son père? Si vous voulez le savoir, lisez Quartier Lointain et faites lire Quartier Lointain autour de vous. Enfoncez ce manga dans la tête des anti-mangas et jouissez de voir tous leurs préjugés partir en fumée. Petite parenthèse, le manga a été adapté en film par le réalisateur belge Sam Garbarski. Et l'action se passe en France, comme quoi Philippe Lachaud n'est pas le premier à avoir adapté un manga façon cuisse de grenouille et camembert. Néanmoins, je ne vous conseille pas vraiment de voir ce film malgré quelques bonnes idées. Je n'ai pas retrouvé l'émotion du manga. Allez, 6e et dernier manga de ma liste, Monster. Monster est considéré comme l'un des seinen les plus cultes et l'un des avantages qu'il a pour les néophytes, c'est que l'action se déroule entièrement en Europe, donc pas de choc culturel en vue. Le docteur Kenzo Tenma est un jeune génie de la neurochirurgie d'origine japonaise mais qui a immigré en Allemagne. Un jour, un garçon et sa sœur jumelle sont admis à l'hôpital. La fille est simplement traumatisée, mais le garçon a pris une balle dans la tête, et seul Tenma est capable de réussir l'opération. Néanmoins, le larbin du directeur de l'hôpital vient le chercher juste avant l'opération pour lui dire d'aller plutôt opérer le maire de la ville, qui a pourtant été admis à l'hôpital après le garçon. Il s'agit d'un ordre du directeur en personne. Tenma, je vous le demande à nouveau, faites tout pour sauver le maire. Il a promis une participation considérable aux subventions de l'hôpital lors du vote de la prochaine commission médicale. Je serais donc fort mécontent s'il nous lâchait subitement, vous pouvez me croire. Nous ne pouvons pas nous permettre de passer à côté. Je t'entends, l'argent, je te jure, je t'entends. Personne ne compte à mes yeux que toi, l'argent. Tenma refuse et sauve finalement la vie de l'enfant. Le maire est opéré par un autre médecin et il meurt. Le directeur de l'hôpital La Mauvaise décide de refuser à Tenma la promotion qu'il lui avait pourtant promise et il lui promet aussi de détruire sa carrière. Dans le même temps, la fiancée de Tenma, qui est aussi la fille du directeur de l'hôpital et qui elle aussi aime beaucoup l'argent, décide de rompre leur fiançailles. Alors Tenma réagit comme tout homme digne de ce nom aurait réagi. Il se prend une grosse cuite et s'effondre dans un caniveau. Le lendemain, Tenma apprend une bien étrange nouvelle. Le directeur de l'hôpital ainsi que son larbin et le médecin qui a été promu à sa place ont tous les trois été retrouvés assassinés, ce qui arrange bien les affaires de Tenma, mais en fait aussi le suspect principal aux yeux d'un enquêteur du BKA. Faute de preuves, l'affaire est finalement classée sans suite. Plusieurs années passent et toute cette histoire semble bien loin pour Tenma qui est finalement devenu chef de service dans son hôpital, mais une nuit l'un de ses patients fuit l'hôpital et Tenma décide de lui courir après. Il se retrouve alors dans un parking désert face à un homme mystérieux qui abat froidement son patient. L'inconnu s'avance, dévoilant le visage angélique d'un beau jeune homme et se présente comme étant Johan, l'enfant que Tenma avait sauvé des années plus tôt et qui s'avère être un horrible serial killer. Johan avouera que c'était lui, alors qu'il n'était qu'un enfant, qui avait tué l'ancien directeur de l'hôpital dans le but de remercier Tenma de l'avoir sauvé. Johan, avant ça, avait même tué ses propres parents adoptifs. Il est un psychopathe à l'intelligence supérieure et sans aucune compassion pour la vie humaine. Les rares personnes qui croisent sa route l'appellent le monstre. Suite au meurtre de son patient, le docteur Tenma se retrouve de nouveau accusé de crime et l'enquêteur du BKA en fera le suspect numéro 1 dans toute une série de crimes commises par Johan. Tenma est alors contraint de devenir un fugitif et il part à la recherche de Johan car il n'a plus qu'un objectif en tête, tuer le monstre de ses propres mains pour réparer l'erreur qu'il a commise en lui sauvant la vie des années plus tôt. Tout au long de son périple, il rencontrera tout un tas de personnages liés de près ou de loin avec Johan et qui lui en apprendront un peu plus sur le passé du jeune homme et ses objectifs. Il rencontrera notamment Anna, la sœur jumelle de Johan, qui elle aussi s'est jurée de tuer son frère de ses propres mains. D'ailleurs, le docteur Tenma et Anna chercheront aussi tous les deux à empêcher l'autre de tuer Johan, car aucun des deux ne veut voir l'autre devenir un meurtrier. Anna car c'est une jeune fille innocente qui devrait avoir une vie normale, et Tenma parce que c'est un médecin et que son rôle est de sauver des vies, non pas de les supprimer. Monster, que ce soit en manga ou en animé, c'est une tuerie et ça devrait notamment plaire aux fans de polar ou de thriller.
Et bien voilà, je vous ai présenté 6 mangas et animés que vous pouvez maintenant faire découvrir à vos proches en espérant les convertir. C'est maintenant à vous de compléter la liste dans les commentaires si le cœur vous en dit. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à vous abonner, mettre un pouce bleu et surtout partager. Moi je vous laisse, à bientôt pour de nouvelles vidéos.